Bonjour, c'est Raphaël Pueyo pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Son arrestation surprise au Groenland l'été dernier avait fait les gros titres de l'actualité. Ce mardi 17 décembre, le calvaire de Paul Watson a finalement pris fin après 149 jours de détention. Arrêté le 21 juillet par des policiers danois à la demande des autorités japonaises, l'écologiste canadien, fondateur de l'ONG Sea Shepherd et icône de la protection des océans, risquait d'être extradé au Japon où il encourait une peine de 15 ans de prison. Nous avions déjà consacré un épisode en septembre dernier à Paul Watson. Alors, à l'occasion de sa libération, nous avons choisi de le mettre à jour et de le republier. Qui est Paul Watson? Pourquoi est-il poursuivi par le Japon? Et comment a-t-il obtenu sa libération? Réponse aujourd'hui dans Code Source avec Émilie Torgemène et Frédéric Mouchon, journaliste spécialiste de l'environnement au service futur du Parisien. Le jeudi 15 août, Paul Watson arrive au tribunal de Nuuk au Groenland. C'est sa première apparition médiatique depuis son arrestation le 21 juillet dernier. Émilie Torgemène, à quoi ressemble Paul Watson après un mois de détention ? Les images qu'on voit le montrent en fait descendant de la voiture de police qui l'amène au tribunal. Donc on repère tout de suite que ses cheveux blancs très reconnaissables ont poussé. Pareil pour sa barbe, blanche également. Il a l'air d'aller bien et d'ailleurs il râle parce que les menottes qui maintiennent ses mains derrière son dos sont trop serrées. Dans son cas, s'il râle, c'est plutôt qu'il va bien. Qu'est-ce qu'il dit aux journalistes présents sur place ce jour-là ? Eh bien, il est très clair, pour lui, ce n'est pas une affaire judiciaire, c'est une vengeance de la part du Japon, et il répétera ce mot, c'est une vengeance. The Japanese government? Yeah. They're seeking revenge. On va revenir avec vous sur son arrestation surprise au Groenland pour comprendre pourquoi il accuse aujourd'hui le gouvernement japonais. Mais d'abord, on va raconter ensemble sa vie. Paul Watson est né le 2 décembre 1950 à Toronto, au Canada. Émilie Torgemène, qu'est-ce que l'on sait de son enfance ? Eh bien, on sait qu'il a grandi dans un village de pêcheurs au Canada. Il est l'aîné d'une très grande fratrie, ils sont 7, donc 3 frères et 3 sœurs. Il raconte que sa mère était une écolo et une amie des animaux avant l'heure, qu'elle leur a appris à défendre la vie, y compris celle des insectes. Elle leur interdisait de marcher sur les insectes. Son père, lui, était très différent. Il le décrit comme un homme violent avec qui il ne s'est jamais entendu. À l'âge de 13 ans, la mère de Paul Watson meurt, elle meurt en couche, et c'est à partir de là que le jeune garçon va multiplier les fugues. Il se rend en nature, il quitte sa famille le plus tôt possible, et à l'âge de 16 ans, il quitte complètement le domicile familial et il va rejoindre la grande ville, d'abord à Montréal et puis ensuite à Vancouver. À la fin des années 60, Paul Watson découvre la navigation en haute mer, d'abord comme matelot puis comme garde-côte au Canada. Et en 1968, l'année de ses 18 ans, il décide de s'engager dans une association de défense de l'environnement. Oui, cette association s'appelle Don't Make a Wave, donc ne faites pas de vagues. C'est en fait une association anti-nucléaire et ils vont s'engager contre des essais nucléaires américains à l'époque, au large de l'Alaska. Paul Watson est déjà en fait un marin puisqu'il a déjà navigué sur des navires norvégiens et ils vont s'approcher des essais nucléaires. Ils n'arriveront pas à aller tout proche de la base militaire américaine, mais les tirs vont bien être reportés grâce à leur action et c'est un vrai premier succès. Malgré les interdictions qui leur ont été données, 30 pacifistes ont embarqué de Vancouver au Canada sur ce bateau à destination d'Amchitka. Leur but, empêcher l'explosion. De cette première victoire naît Greenpeace, une ONG fondée en 1972 par Paul Watson et une poignée de militants écologistes. En quelques années, elle devient l'une des ONG les plus connues au monde, très populaire auprès de l'opinion publique. Émilie Torgemène, comment expliquer un tel engouement ? Il y a parmi eux pas mal d'hommes de communication et dès le début, ils arrivent à avoir une stratégie très marquante de parler aux médias, d'abord en filmant sur leurs actions et ils enverront ensuite leurs images aux télévisions, notamment aux télévisions américaines qui pourront les utiliser immédiatement. L'autre chose qu'ils savaient très bien faire, c'était d'avoir des espèces de live, de direct en fait sur leurs actions, soit en appelant les médias en direct et en ayant comme ça ce qu'on appelle des phoneurs, donc en parlant en direct aux télévisions, soit en conviant en fait les journalistes
à l'avance sur des actions qui vont être emblématiques de Greenpeace, qui sont des actions non violentes mais très spectaculaires. Et comme ça, les télévisions du monde entier pourront les filmer et retransmettre ces images. On comprenait que la caméra avait du pouvoir, que les images étaient ce qui faisait une histoire. Nous avions compris que les médias ne disposaient que de 4 éléments, le sexe, le scandale, la violence et la célébrité. Au milieu des années 70, Greenpeace délaisse la lutte contre les essais nucléaires pour s'attaquer à un autre fléau, la pêche intensive contre des espèces menacées et le braconnage. Et c'est dans ce contexte que Paul Watson participe en 1975 à une opération dans le Pacifique qui va changer sa vie. Oui, cette année-là, il embarque à bord d'un bateau qui va devenir très connu, qui s'appelle le Phyllis Cormack, et ils vont affronter des baleiniers soviétiques. Ça se passe sur la côte californienne, et leur objectif, c'est en fait de perturber la chasse en empêchant les baleiniers de lancer leurs harpons. Ce que va raconter à de multiples reprises Paul Watson après, c'est qu'au cours de cette campagne-là, il se retrouve face à face à un cachalot qui sort de l'eau et qui va le regarder de son œil gigantesque. Paul Watson aura l'impression que ce mammifère comprend pourquoi il est là, quelque part le remercie, en tout cas communique avec lui, et c'est ce qui va radicalement changer sa vie, puisqu'il va ensuite dédier toute sa vie à la défense de la vie en mer et notamment des mammifères marins. 2 ans plus tard, en 1977, Paul Watson et Greenpeace font la une des journaux de l'époque, cette fois sur la banquise canadienne, avec l'aide d'une personnalité bien connue des Français. Oui, ça va être un peu son coup de génie. Il fait venir Brigitte Bardot sur la banquise pour sauver les bébés phoques. Je m'appelle Brigitte Bardot, je suis connue, et cette célébrité, je la mettrai au service de ce que je suis en train d'entreprendre maintenant. Et je vous jure que j'arriverai à faire quelque chose contre le massacre des bébés phoques. À cette époque-là, il y a une chasse très importante dans le nord du Canada qui est la chasse des bébés phoques, au moment où les phoques ont donc un pelage blanc, doux, éclatant. Et donc c'est ce pelage-là que les chasseurs viennent chercher. Et pour cela, ils réalisent un véritable massacre. Brigitte Bardot, à l'époque, c'est vraiment la femme parfaite et il attire l'attention du monde entier sur le sort des bébés phoques. C'est un grand succès en réalité, ça a été une victoire puisque la demande pour les manteaux de fourrure en fourrure blanche éclatante chute drastiquement. Plus personne ne veut participer à ce massacre et donc la chasse va s'arrêter. Quelques mois plus tard, Paul Watson quitte Greenpeace et crée sa propre organisation baptisée Sea Shepherd, littéralement le berger des mers. Pourquoi, Émilie Torgemène ? Alors en fait, il était en désaccord avec la direction de Greenpeace qui considère que les actions de Paul Watson sont trop violentes. Par exemple, sur le massacre des phoques dont on parlait à l'instant, Paul Watson n'hésite pas à s'interposer devant les chasseurs, à leur prendre leurs armes, à les jeter à l'eau. Et donc ça, Greenpeace considère que ça ne correspond pas à l'image que l'ONG veut montrer d'elle-même. Ce qui se passe, c'est que Paul Watson est viré, il y a un vote au conseil d'administration, et donc il part et il va créer sa propre association. Quel est le mode d'action que privilégie Paul Watson avec Sea Shepherd ? Lui parle de non-violence agressive. Il n'ira pas jusqu'à blesser des chasseurs ou des humains. En revanche, il n'hésitera pas à détruire du matériel. Les équipes de Sea Shepherd s'attaquent à toutes les formes de pêche illégale en protégeant les phoques, les dauphins ou encore les requins, mais ils sont particulièrement spécialisés dans la lutte contre les baleiniers. Émilie Torgemène, pourquoi la protection des baleines est au cœur du projet de Paul Watson ? Alors d'abord, on l'a dit, Sea Shepherd a été créé grâce à la rencontre avec un cachalot, donc une baleine, en 1975. Mais en plus, les baleines sont des animaux très importants pour nos écosystèmes. Donc chaque baleine contribue à capter énormément de carbone. On estime que c'est environ l'équivalent de 30 000 arbres. Et puis par leur déjection, ces animaux qui sont énormes nourrissent des tonnes et des tonnes de phytoplancton. Depuis près de 40 ans, depuis 1986, il y a un moratoire. Il est interdit de chasser de la baleine pour des raisons commerciales. Il y a quelques petites exceptions pour de la subsistance, donc chez les Inuits au Groenland, dans l'extrême nord de la Russie. En revanche, il y a 3 pays qui continuent à pêcher de manière très importante les baleines. Ce sont le Japon, la Norvège et l'Islande. À la fin des années 70, le jeune capitaine Watson peut compter sur un vieux chalutier britannique, financé par une association américaine de protection des animaux, et sur quelques membres d'équipage, tous bénévoles. Émilie Torgemène,
quels sont les premiers faits d'armes de Sea Shepherd ? Alors le tout premier fait d'armes, c'est le sabordage d'un baleinier qui est très connu à l'époque et qui s'appelle le Sierra. Paul Watson raconte qu'il l'a poursuivi en fait en embarquant à Boston avec vraiment une poignée de gens recrutés par petite annonce. Et une fois qu'il arrive au large du Portugal, il tombe sur ce bateau, le Sierra, celui qu'il pourchassait. Ils vont continuer à le suivre pour ne pas en fait le saborder en pleine mer, pour ne pas risquer la vie de l'équipage. Ils vont arriver dans un port du nord du Portugal et à ce moment-là, Paul Watson va demander à son propre équipage qui est d'accord pour couler ce bateau. Ils sont 20 à bord, 17 vont descendre, mais à 3, ils vont foncer au beau milieu du bateau et le faire couler. Cette action a fait énormément de bruit et on a commencé à reprocher en fait à l'association des actes de terrorisme. Paul Watson est accusé d'être un pirate et d'ailleurs il va s'emparer finalement de cette accusation puisqu'il va faire du drapeau de pirate son logo. Il est désormais très connu, le logo de Sea Shepherd, l'emblème de cette association, c'est donc un drapeau de pirate avec la tête de mort et le sabre, mais qui croise un bâton de berger puisque Shepherd en anglais veut dire berger et qu'il s'agit de protéger les animaux marins. Au début des années 2000, malgré plusieurs condamnations judiciaires pour sabotage, Paul Watson est qualifié par le prestigieux magazine américain Time comme, je cite, « l'un des plus grands héros écologistes du XXe siècle ». Il est désormais à la tête d'une flotte d'une dizaine de navires d'un budget de 11 millions de dollars et il peut aussi compter sur une chaîne de télé américaine. Oui, à ce moment-là, il est le héros en fait d'une série documentaire qui a duré 3 saisons aux États-Unis, donc de 2008 à 2010. Cette série va aussi être diffusée en France. Elle s'appelle en français Justicier des mers et il se met en scène dans ses actions très spectaculaires. On est au large de l'Antarctique et derrière moi, voilà le Nishin Maru, la plus grande machine à tuer les baleines de la planète. Ça veut dire qu'on peut voir le bateau piloté par celui qu'on appelle le capitaine Watson foncer sur des baleiniers. Je me rappelle d'un épisode où on le voit en fait tirer avec une lance à eau sur le bateau des baleiniers, ce qui les fait reculer. Et cette mise en avant va commencer à irriter certains. On parle de culte de la personnalité. Il y a notamment un épisode du dessin animé satirique South Park qui moque complètement cette façon de se mettre en avant en le ridiculisant, en faisant de lui un personnage qui veut être une star même aux dépens des baleines. Que faisons-nous? Voilà, j'ai trouvé. Je propose qu'on aille sur leur bateau et puis qu'on se casse la gueule nous-mêmes. Ensuite, on dira aux médias qu'ils nous ont cognés. Super idée, Captain. D'ailleurs, je commence tout de suite. En 2012, Paul Watson est rattrapé par la justice en Allemagne. Pour quelle raison, Émilie Torgemène ? Eh bien, il est arrêté à l'aéroport de Francfort en Allemagne à la suite d'un mandat d'arrêt émis par le Costa Rica. Alors officiellement, c'est le Costa Rica qui veut sa tête pour une histoire d'aileron de requin. Le Costa Rica organise des pêches illégales d'aileron de requin, c'est-à-dire qu'on pêche un requin, on coupe l'aileron et on jette le requin. C'est interdit, mais le Costa Rica reproche à Paul Watson d'avoir commis, selon eux, une tentative d'homicide en voulant bloquer cette pêche illégale. Des faits qui datent de 10 ans auparavant, donc de 2002. Et à ce moment-là, ça fait beaucoup de bruit puisque d'importantes personnalités prennent sa défense, comme Pamela Anderson, le Dalai Lama, Sean Connery ou en France, Nicolas Hulot. Toutes ces personnalités demandent sa libération. À ce moment-là, Paul Watson est sous la menace d'une extradition au Costa Rica, mais son avocat français, Maître Bourdon, dénonce, je cite, « une nouvelle procédure totalement fabriquée, organisée par le Japon ». Pourquoi ? Il est arrêté sur une demande du Costa Rica, mais les soutiens de Paul Watson soupçonnent qu'en réalité, c'est le Japon qui manœuvre. Un peu plus d'une semaine après une rencontre au plus haut niveau entre le chef d'État du Costa Rica et le Premier ministre japonais, le Japon reproche à Paul Watson de s'attaquer à sa chasse à la baleine, ce que Tokyo veut défendre à tout prix. À l'été 2012, Paul Watson est assigné à résidence en Allemagne. Quand il apprend qu'il va être extradé pour être jugé au Costa Rica, il décide alors d'élaborer un plan pour s'évader. Émilie Torgemène, comment est-ce qu'il s'y prend ? Il va raser sa moustache, il va mettre une perruque de manière à être moins reconnaissable puisqu'en fait sa tignasse blanche et sa barbe blanche sont presque un emblème de Sea Shepherd. Il va filer, rejoindre la mer et vivre en cavale pendant 15 mois en haute mer pour ne pas être arrêté et pour ne pas être extradé au Costa Rica ou au Japon.
Finalement, après avoir négocié avec les États-Unis, il va pouvoir se poser à Los Angeles avant de trouver refuge à Paris. Mais sur le site d'Interpol, il fait toujours l'objet d'une notice rouge, aux côtés en fait de criminels de guerre et de tueurs en série. En 2017, le Costa Rica retire son mandat d'arrêt international contre Paul Watson, mais ce n'est pas le cas du Japon qui continue de le traquer pour le faire extrader, le Japon qui continue aussi de chasser les baleines, malgré une condamnation de la Cour de justice de l'ONU en 2014. Oui, en 2014, la Cour internationale de justice a considéré que le Japon trichait. Ce qui se passait jusque-là, c'est que le Japon faisait mine de ne pêcher des baleines que pour des raisons scientifiques, ce qui est autorisé. Seulement, on ne pêche pas des centaines de baleines pour des raisons scientifiques. Et donc, la Cour internationale de justice a prouvé assez facilement que ce faux programme scientifique était en fait de la pêche commerciale. À partir de là, le Japon a claqué la porte de la Commission baleinière internationale. Elle s'est retirée du traité international. Et en fait, depuis 2014, elle a le droit de chasser et elle chasse toujours des baleines. Dans une étude parue en 2012, on apprend que 89% des Japonais n'avaient pas consommé de viande de baleine durant cette même année. Émilie Torgemène, pourquoi le Japon continue de chasser les baleines si ses habitants n'en consomment quasiment pas ? Le pouvoir japonais avance que manger de la baleine, c'est une tradition japonaise et l'idée, c'est que les Occidentaux, que ce soit des ONG comme Sea Shepherd ou des traités internationaux, n'ont pas à intervenir dans cette exception culturelle japonaise. En réalité, ce n'est pas si traditionnel que ça. Les Japonais ont bien mangé de la baleine, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils avaient faim, tout simplement. Et ça n'est pas du tout un mets de choix au Japon. Si maintenant il y a un certain nombre de personnes, des acteurs économiques, les chasseurs, mais surtout des acteurs politiques qui veulent mettre en avant cette chasse, c'est pour exalter quelque part une fierté japonaise et une fausse tradition. Fin 2022, Paul Watson est renvoyé du conseil d'administration de Sea Shepherd Global, la branche qui chapeaute les branches nationales de l'organisation. Émilie Torgemène, comment expliquer cette éviction ? Eh bien, on se retrouve presque dans la situation du début de Sea Shepherd, où en fait Paul Watson s'était fait virer de Greenpeace. Il va finir par se faire virer de sa propre organisation. Le mouvement a énormément grossi depuis ses débuts. Il y a maintenant plein d'antennes nationales et une diversité d'actions. Une partie de Sea Shepherd va aider des gouvernements, notamment des gouvernements qui n'ont pas les moyens de s'attaquer à la pêche illégale. Et de l'autre côté, Paul Watson, avec un certain nombre d'antennes nationales, continue à avoir des actions très agressives, quitte à transgresser les lois. Et donc les deux versions n'arrivent plus à cohabiter et Paul Watson se fait virer, se fait exclure de Sea Shepherd International. Alors, il ne va pas baisser les bras, il va créer avec plusieurs antennes nationales, dont l'antenne française qui devient très importante, Sea Shepherd Origin. Paul Watson est aussi régulièrement pointé du doigt pour sa misanthropie. Oui, en fait, Paul Watson ne fait pas de hiérarchie entre les espèces, qu'elles soient humaines ou autres. Et c'est effectivement un activiste très radical. Pour l'avoir rencontré, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la COP21, donc en 2015. Il assumait très largement de ne pas accorder plus de valeur à la vie humaine qu'à un cétacé. Et il disait à l'époque que pour rejoindre Sea Shepherd, une des questions qu'on posait aux militants, c'était « Est-ce que vous seriez prêt à risquer votre vie pour celle d'un mammifère marin ?» On en arrive à l'actualité la plus récente. Cette année, le 21 juillet 2024, ce jour-là, Émilie Torgemène, une vidéo est publiée sur les réseaux sociaux de la fondation Paul Watson. Qu'est-ce que l'on voit sur ces images ? On voit des policiers monter à bord du bateau de Sea Shepherd, menotter l'activiste, qu'on reconnaît très bien. Il baisse la tête, mais on le reconnaît à ses cheveux blancs. Il a une tenue de marin, il n'y a aucun doute. Et ensuite, il est escorté à terre par des policiers danois en uniforme et embarqué dans un fourgon. Pourquoi Paul Watson est arrêté au Groenland ? Il est au Groenland parce qu'en fait, il se dirige vers le Japon pour une campagne contre un nouveau et énorme baleinier. Alors, il est arrêté à cause du mandat d'arrêt du Japon contre lui et il ne s'est pas méfié parce que la notice rouge avait disparu du site d'Interpol des mois auparavant. Les défenseurs de Sea Shepherd
parle d'un piège et nous avons contacté Interpol qui répond en substance que oui, mais qu'ils ont le droit en fait et que cette pratique de cacher les notices rouges n'est pas réservée aux trafiquants de drogue ou aux terroristes. L'autre question, c'est pourquoi est-ce que le Danemark s'est plié à la demande japonaise alors que d'autres pays n'ont jamais extradé Paul Watson, puisque Paul Watson vit en France depuis des années? Eh bien, la réponse est sûrement à chercher du côté des îles Féroé. En fait, le Danemark est ciblé par Sea Shepherd, puisque sur ces îles Féroé, il pratique une chasse aux dauphins et l'association va faire des campagnes contre les chasses de dauphins, contre les massacres de dauphins sur les îles Féroé. Paul Watson est accusé par le Japon de complot, d'agression et d'intrusion sur un navire pour des faits qui remontent à 2010, quand Sea Shepherd avait voulu s'interposer entre une baleine et un navire japonais. À 73 ans, le fondateur de Sea Shepherd est placé en détention à la prison de Nuuk. Et dans les jours qui suivent, Émilie Torgemène, l'annonce de son arrestation fait rapidement la une de l'actualité. Oui, parce qu'en fait, Paul Watson, après des décennies à défendre les océans, est devenu une icône, est devenu une personnalité qui représente un peu les luttes écologistes. Et donc, un certain nombre de personnalités appellent à sa libération. Alors, Brigitte Bardot, par exemple, réagissait dans nos pages au lendemain de son arrestation. C'était aussi le cas du chanteur de Gojira. Donc, on voit qu'il va chercher des soutiens très larges dans des générations aussi très différentes. Côté politique, Emmanuel Macron a dit qu'il allait s'impliquer pour sa libération. Une pétition circule qui a rassemblé plus de 700 000 signatures. Et puis, des manifestations se multiplient sur la place de la République à Paris. Émilie Torgemène, vous avez pu échanger par écrit avec Paul Watson au mois d'août. À quoi ressemble son quotidien en prison ? Eh bien, ce qu'il nous a raconté, c'est que ça n'est pas si mal. Le centre pénitentiaire au Groenland est tout neuf. Il est perché en fait sur un éperon rocheux qui lui permet de voir la mer. Donc pour ce marin, c'est presque chouette. Il dit qu'il voit des glaciers et des baleines et donc qu'il continue depuis son bateau, je le cite, depuis son bateau prison, en fait, le combat. Paul Watson encourt une peine de 15 ans de prison au Japon. Alors ses avocats multiplient les demandes de remise en liberté pour empêcher son extradition. Frédéric Mouchon, est-ce que dans les mois qui suivent, la mobilisation faiblit autour du fondateur de Sea Shepherd ? Non, au contraire, on peut même dire qu'elle grossit. La pétition de soutien qui avait été lancée recueille rapidement plus de 400 000 signatures, dont celles de célébrités comme Stephen Bern, Nagui ou Pierre Richard qui fait une vidéo en appelant à la libération de Paul Watson. Et Paul Watson, lui, continue à recevoir aussi beaucoup de courriers, des milliers de courriers dans sa prison. Et l'appel à la mobilisation se fait de plusieurs façons différentes, notamment des appels au boycott de certains produits phares danois et japonais. Pour échapper à l'extradition vers le Japon, Paul Watson décide de médiatiser sa lutte en multipliant les interviews avec les journalistes depuis sa cellule au Groenland. Et il compte aussi sur l'aide de la France, Frédéric Mouchon. Oui, il compte notamment sur le président de la République, à qui il a écrit et à qui il a demandé l'asile politique. En fait, il faut savoir que Paul Watson vit depuis 1 an et demi en France avec ses 2 enfants. Et après cette demande d'asile politique, Paul Watson a même fait une demande à l'État français de nationalité française. Emmanuel Macron, qui suit donc personnellement le dossier, a chargé une cellule diplomatique d'œuvrer pour que Paul Watson ne soit pas extradé vers le Japon. Le mardi 17 décembre, plus de 5 mois après son arrestation, la décision tombe. Paul Watson ne sera pas extradé vers le Japon. Frédéric Mouchon, pourquoi la justice danoise décide finalement de le libérer ? Alors la justice danoise donne une explication qui est un peu alambiquée. Elle fonde son refus sur la durée totale de la détention de Paul Watson. Et elle dit aussi que les actes pour lesquels l'extradition est demandée remontent à plus de 14 ans et que la nature des actes en général pose question sur cette extradition. Donc c'est pas extrêmement clair. Ce que dit Paul Watson lui-même, c'est que les charges étaient trop légères pour qu'il soit extradé. Et ce que disent ses avocats, c'est que la mobilisation internationale et notamment l'action en coulisses de la diplomatie française, mais aussi américaine, a sans doute poussé les autorités danoises à ne pas extrader Paul Watson. Dans les heures qui suivent sa libération, vous parvenez à contacter Paul Watson au téléphone. Qu'est-ce qu'il vous dit ?
En fait, ses premiers mots lorsqu'on lui parle au téléphone à sa sortie de prison sont pour ses enfants. Il a été privé de les voir depuis cet été. Il dit qu'il se réjouit de pouvoir passer Noël avec eux. Il passera sans doute d'ailleurs Noël à Paris puisque ses enfants sont en France. Sa deuxième réaction est la combativité. En fait, il est content que son arrestation au final ait attiré l'attention de la communauté internationale sur les opérations illégales de chasse à la baleine du Japon. Donc on sent qu'il reste combatif et qu'il reste le pirate dans l'âme qu'aime à décrire ses soutiens. Paul Watson a passé 149 jours en prison. Aujourd'hui, est-ce qu'il compte repartir en mer prochainement pour reprendre son combat ? Ses premières intentions, une fois qu'il aura récupéré et revu ses enfants, c'est surtout de s'attaquer à la notice rouge et au mandat d'arrêt japonais, parce qu'en fait, il veut pouvoir être libre de ses mouvements. Donc en fait, il attaquera cette décision japonaise. Ça, c'est le travail de ses avocats. Il ne veut plus avoir cette notice dont il estime qu'elle concerne plutôt des gros trafiquants de drogue, des tueurs ou des serial killers, comme il me dit au téléphone. Ça reste un combattant, hein. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il a déjà 2 autres bateaux qui sont prêts à partir dans différentes zones du globe pour lutter contre la chasse à la baleine, là où elle est pratiquée. Alors après, il ne nous dit pas s'il sera à bord de ces bateaux, mais en tout cas, le combat continue, ça c'est certain. Merci à Frédéric Mouchon et Émilie Torgemène. Je rappelle que cet épisode de Code Source est une mise à jour de l'épisode que nous avions publié en septembre dernier. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Et puis n'oubliez pas notre deuxième podcast, Crime Story. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec Damien Nelsoni, le chef du service police-justice du Parisien.